Bonjour Darius, je dis Darius parce qu'évidemment c'est un confrère estimé qui a été le journaliste suisse qui est devenu l'une des références du journalisme français. Vous êtes comme français aujourd'hui Darius avec LCI, votre émission. Presque, on est international, on est une chaîne qui traite de tout, donc on est presque international. Oui, et des changements, on sent que c'est pas comme en Suisse, on s'habitue, c'est comment le journalisme à la française. La Suisse est une bonne formation pour l'international parce que c'est un pays en réalité, contrairement aux préjugés, très ouvert sur le monde. Les Suisses voyagent beaucoup, le monde entier passe par la Suisse, donc on n'est jamais dépaysé. Oui, on vous voit recevoir les grandes personnalités du monde, chancelier allemand, évidemment, Christine Lagarde. Vous les avez tous, comme c'était le cas quand vous étiez le leader de la télévision, le présentateur de la télévision en Suisse. Tous, non, mais c'est vrai que Paris, comme Genève, sont des villes où tout le monde passe. Donc si on s'acharne un peu, on a les interviews. Oui, alors vous avez gardé ce style d'interview absolument extraordinaire, référence, hein, Darius, avec cette, j'allais presque dire, cette politesse, ces échanges, etc. Parfois, ça dérape. Regardez cet échange, et c'était Luc Ferry, Daniel Cohn-Bendit, il y a quelques jours sur LCI avec vous, dans votre émission, Darius. Moi, je suis gaulliste. Vous me permettez que je termine une phrase. Non, il n'y a pas de calme. C'est trop bête. Non, je fais ce que je veux, mon ami. J'ai le droit de me mettre en colère si je veux me mettre en colère. Et donc, je dis ce que je veux. Très intelligent. Je dis ce que je veux ici. Voilà. Et on ne m'empêchera pas de dire ce que je veux ici. C'est pas très intelligent. Et donc, moi, j'ai toujours été gaulliste et j'ai pas de leçons. S'il vous plaît, baissons d'un ton. Non, je fais ce que je veux, mon ami. Non, on ne traite pas. Mais vous commencez à me casser les pieds, à me couper la parole sans arrêt. Voilà. Tant que vous voulez avoir les pieds cassés. Non, mais vraiment, vous me cassez les pieds, je le dis très franchement, mais ça commence vraiment à me fatiguer, à me chauffer les oreilles. Vous me laissez parler, c'est pas. On se fiche de savoir ce que vous pensez, c'est vous qui nous interviewez. Vous posez des questions et vous nous laissez donner les réponses. D'accord, c'est clair comme ça. Monsieur Séjourné. Non, restez poli, s'il vous plaît. Non, et vous aussi. Couper la parole aux gens, c'est pas un signe de politesse. Alors, finissez votre phrase et je vous poserai ma question. Je l'ai fini, je vous ai dit que j'étais gaulliste et que j'avais pas de leçon de courage à recevoir sur cette question de Munich. Non, mais alors là, attendez, Darius, ça chauffe là. Là, comment on réagit dans une situation pareille? Bon, il y a évidemment une petite tension. Cela dit, je le dis en toute franchise, moi, que ça chauffe ne me gêne pas. Vous savez, je ne sais pas si vous suivez la télévision, les Israéliens ou les Palestiniens, par exemple, qui sont habitués, évidemment, à la réalité de la guerre dans ce qu'elle a de plus dur, même entre eux, peuvent être très durs. Et ça m'a jamais gêné. Moi, j'ai toujours été curieux d'écouter, y compris ceux qui ne sont pas d'accord. En cela, je suis plutôt anti-moderne. Je constate sur les réseaux sociaux aujourd'hui, souvent on vous dit mais n'invitez plus un tel, je suis pas d'accord avec lui. Ah oui, non, mais j'ai vu par exemple Pierre Lescure qui a fait un tweet en prenant cet extrait en disant mais Darius, vous êtes au-dessus de ça, n'invitez plus ce sbire. Non, mais moi j'ai souvent de la curiosité, au contraire, pour des gens qui ne pensent pas comme moi. Là, je me mets en tant que téléspectateur. Je trouve plus intéressant d'écouter quelqu'un qui pense pas comme moi que quelqu'un qui pense déjà comme moi. Donc vous allez continuer d'inviter Luc Ferry, si je comprends bien. Ce dimanche prochain, Luc Ferry et Daniel Cohn-Bendit seront là. D'ailleurs, vous avez vu, ils se cherchent l'un l'autre parce que l'autre lui dit c'est pas très intelligent ce que vous dites. Donc il y a un petit côté. Oui, non, mais quand il dit vous êtes là pour poser des questions, taisez-vous, vous m'emmerdez. En gros, arrêtez de m'interrompre, ce qui n'était pas du tout le cas d'ailleurs. Non, le but c'est qu'il y ait quand même du fond à l'arrivée. Donc c'est quand même une émission où à l'arrivée il y a effectivement du fond. Et encore une fois, le fait qu'un débat soit vif ne me dérange pas du tout. Le pluralisme, je trouve que dans nos métiers, c'est quand même la base. Et moi, je suis prêt à aller extrêmement loin. J'ai interviewé, vous savez. Je donne souvent cet exemple, mon origine est iranienne et d'une communauté très modérée qui s'appelle les Bahaïs en Iran et pas mal de mes cousins ont été pendus en Iran. Ça ne m'a pas empêché d'interviewer le président iranien, 2 présidents iraniens qui m'avaient très bien repéré et du coin de l'œil je sentais comme Darius, mon persan, ils avaient très bien repéré qui j'étais. Ça n'empêchait pas qu'on fait une interview professionnelle. Voilà, c'est le fameux mot de Churchill qui dit « Je ne déteste personne à part Hitler et c'est professionnel ». Oui, mais là, on se dit, on a envie un peu de hauteur dans le débat. Est-ce que la télé n'est pas en train d'aller dans ce... On voit, il y a des polémiques autour de certaines chaînes de télé continues, dans les débats un peu trash permanents. La vivacité, même la grande vivacité, pour moi, n'est pas un problème s'il y a du fond, si à l'arrivée, quand même, on apprend quelque chose, s'il y a un échange d'arguments intéressant. Oui, mais là, quand il met en cause le journaliste, ça vous déstabilise pas? Non, franchement, non. Il s'est excusé après, non? Il a dit non, pas du tout, même pas. Non, d'ailleurs, je lui ai dit, je lui ai donné l'exemple de la télévision israélienne où très vite des gens, pourtant, ça monte, la mayonnaise prend très vite, elle descend aussi très vite. Oui, mais en Suisse, ça n'arriverait pas, ça, quand vous étiez présentateur vedette du journal suisse. Le ton, c'est vrai, en général plus arrondi en Suisse. Cela étant, la Suisse est un pays pluraliste de tradition. Vous savez que c'est un monde où on gouverne en coexistence, donc il y a des gens très à droite et très
très à gauche dans le même gouvernement, donc c'est une bonne école de pluralisme. Oui, en tous les cas, là, il y a une bonne école. Hein. C'est extraordinaire, ce livre que vous publiez sur Hélène Carrère d'Ancos, La leçon d'une vie chez Fayard, Darius, La guerre et la grâce. Elle nous a quittés, elle était secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Hélène Carrère d'Ancos, une grande personnalité, évidemment, qui connaissait la Russie par cœur. Et pendant des décennies, vous allez échanger avec cette femme. Et vous le dites d'ailleurs, vous l'avez aimée, vous le dites dans ce livre, c'est presque un livre d'amour qui est publié chez Fayard. C'est vrai, j'ai aimé cette femme, elle avait quelque chose d'extrêmement attachant, gentil dans le meilleur sens du terme, et ça me touche d'ailleurs d'être là parce qu'il y a beaucoup d'interviews que vous avez faites sur ce même plateau, et je pense que être sur TV5 Monde, la chaîne francophone, ça l'a touché beaucoup parce qu'au fond, sa vraie patrie était le français. Elle avait été apatride, elle avait beaucoup souffert de ça. Très pauvre, elle était très pauvre. Vraiment misérable, fauchée. Apatride, ça l'avait touché beaucoup. Elle portait ce nom de Zourabichvili. Elle dit à un moment donné, j'aurais rêvé de m'appeler Morissette Martin, parce que quand il y avait l'appel des élèves chaque année, on arrivait au Z Zourabichvili, elle avait honte. Elle dit, j'avais envie de me cacher dans un trou de terrier. Elle disait, nos ancêtres les Gaulois, moi, ça ne me gênait pas, j'étais fier. Quand j'ai été naturalisé, tellement fier de devenir française, nos ancêtres, les Gaulois, la formule colonialiste, évidemment, par excellence, elle ne la gênait pas. Oui. Et alors, vous dites, quand elle est naturalisée, c'est comme une deuxième naissance pour elle. Oui. Ce qui est très fort. C'est vrai, vous l'avez dit, elle était capable de chanter la Marseillaise par cœur, elle connaissait la Constitution par cœur. La scène est magnifique parce qu'elle apprend la Marseillaise et la Constitution par cœur et elle imagine que ce sera un moment très solennel. À l'époque, c'est à 21 ans. Et l'officier d'état civil lui dit, bon, allez, signez là et puis allez-y, arrêtez de m'embêter. Et elle est très déçue parce que pour elle, évidemment, elle était habitée par Jeanne d'Arc, par Victor Hugo, par Voltaire, et c'était très important de devenir française. Oui, alors elle commente avec vous l'actualité, ce sont des rencontres fascinantes. À un moment donné, j'ai noté, elle le dit, il se pourrait bien qu'un matin, on découvre que Poutine nous surprend un beau matin et qu'il serait peut-être renversé d'une certaine façon et que donc tout est possible en Russie. Oui, elle avait une très grande intuition et elle le raconte de manière saisissante de l'importance du sang russe. C'est-à-dire, contrairement à notre logique d'Europe de l'Ouest où la guerre est quand même la pire des solutions, dans la vision de la Russie, et surtout de la Russie du pouvoir, la guerre a souvent été la solution, le premier réflexe. Et peut-être, c'est une des intuitions du livre, une des intuitions qu'elle porte, peut-être que la guerre de Poutine est le but même de Poutine. Cette intuition que que la Russie va mieux dans la guerre. La Russie dans la paix, c'est le déclin économique, démographique, commercial, etc. La Russie dans la guerre s'ouvre un certain champ des possibles. Oui, elle ne défendait pas la Russie en tant que telle, contrairement à ce que certains ont pu dire. Il y avait d'ailleurs des critiques qui devaient la toucher d'ailleurs. Bien sûr, elle avait été très blessée sur la fin, sur les critiques, vous êtes poutinophile, etc., etc. C'est vrai qu'elle avait une vision plutôt à la française, à l'ancienne, un peu conservatrice, légitimiste des rapports avec la Russie, celle de Gaulle, de Mitterrand, de Chirac, que tôt ou tard, il faudra construire une maison commune avec la Russie, la fameuse formule de l'Atlantique à l'Oural. Alors que les anglo-saxons ont toujours été pour l'affrontement. C'est vrai qu'elle était de cette tradition-là, mais pas du tout défaitiste. Par exemple, elle dit le pire des présidents face à la Russie, ça a été Obama. Parce qu'il était humiliant en parole, mais il était lâche en action. Vous savez, c'est le fameux moment où la France est prête à frapper la Syrie, allié de Poutine, et Obama lâche les Français. Hélène disait bien, non, il faut être dur avec les Russes. Ils ne comprennent que le langage de la fermeté, ce qui n'empêche pas que dans son esprit, un jour, il faudrait renouer. Oui, Hélène Carrère d'Ancos. Alors, elle n'aimait pas qu'on dise Madame la secrétaire perpétuelle de l'Académie française. C'est-à-dire Madame le secrétaire a été un peu vieille école. C'est vrai. Et même là-dessus, elle évoluait un petit peu. D'ailleurs, il y avait beaucoup de femmes maintenant élues à l'Académie française. Elle avait poussé beaucoup d'entre elles. Elle admirait beaucoup Jacqueline de Romilly, qui avait été la deuxième femme à l'Académie. Donc, en réalité, elle évoluait avec son temps. Elle n'était pas du tout réactionnaire. Elle était même, disons, imperméable aux excès. Et je dirais, vraiment, j'ai une admiration immense pour elle. Il y a un moment de la discussion, je lui dis, c'est peut-être votre seule faiblesse. Je crois, moi j'ai beaucoup fréquenté par métier des extrémistes juifs, extrémistes palestiniens, extrémistes nationalistes. Et la vérité du monde, hélas pour nous, c'est que le patriotisme doux, tel que nous le concevons en Europe de l'Ouest, il est plutôt minoritaire. Ouais. Et on a une discussion notamment sur Voltaire. Il y a un article merveilleux, je vous recommande, dans le dictionnaire philosophique, l'article « Patrie ». Et Voltaire dit... La patrie, en fait, ça n'est jamais doux parce qu'on voudrait toujours que sa patrie soit un peu au-dessus des autres. Et la plupart des nations du monde en sont restées là. On est plutôt, nous, l'exception en Europe de l'Ouest de croire, peut-être est-ce une illusion, qu'on peut être un patriotique doux. Oui, une exilée, donc vous le dites,
apatride. Vous dites, sa seule fortune, c'était des caisses en bois dans lesquelles elle avait amené les livres des auteurs, de certains auteurs. La culture. C'était sa culture, sa seule richesse. Oui, elle dit là, vraiment, ce qui fait la personne, c'est la culture. Elle parlait 3 langues parfaitement. Sa mère en parlait 5 parfaitement. C'était une aristocratie de cour russe exilée qui n'avait rien, mais qui avait cette culture-là. Elle raconte, je crois que c'est une princesse Yusupov qu'elle observait quand dans les années 30, elle a 6 ou 7 ans. Et il y a une princesse Yusupov qui est vraiment fauchée comme les blés, qui avait été une immense fortune, mais il lui restait tous les poèmes français qu'elle connaissait par cœur. Et elle travaille, je crois, chez Renault. Et elle fait des petits accessoires pour voitures, vraiment un travail de manutention. Mais elle murmure en permanence du Verlaine, du Rimbaud, du Hugo, etc. Et elle l'a observé, elle s'est dit, cette femme-là, elle est heureuse. Oui, oui. C'est un livre très, très touchant. Ce sont des échanges formidables. Ça s'appelle La guerre et la grâce, ces conversations. Vous échangez sur des choses très personnelles. À un moment, vous dites quel est votre mot préféré. Et là, elle vous dit la charité. Oui. La charité, qui est la version chrétienne de la tolérance en version laïque. Et elle dit, elle est très croyante, par exemple. Très croyante, vraiment, sous une forme d'extrême bienveillance et d'extrême tolérance. Et il y a un moment très touchant où elle dit, quand on entre dans une église, vous savez, que vous soyez croyant ou non, il y a la petite lampe du sanctuaire qui indique la présence du Dieu. Et ça remonte à l'Antiquité, au premier feu des premiers hommes, peut-être, quand vous allez à Rome, vous savez, le premier feu entretenu par les Vestales. Et ça marque sa très grande tolérance. C'est quelqu'un qui était d'une lucidité, d'une ouverture au monde totale, y compris d'une autocritique. Il y a une page, elle préparait un livre, elle aurait voulu faire un livre sur Nuremberg. Et c'est une des choses qui m'a le plus bouleversé. Elle raconte à quel point, au procès de Nuremberg, évidemment, il fallait le faire, c'était une nécessité historique, mais il y avait de très grands criminels parmi les jurés, parmi les juges et parmi les procureurs qui étaient des soviétiques, qui avaient commis des crimes de guerre, notamment contre la Pologne, ou des crimes intérieurs pendant les purges. Et elle dit, qu'est-ce que ça montre ? Ça montre qu'à la fin, on défend surtout nos intérêts, parce que c'était notre intérêt à l'époque d'être alliés de Staline, et de la même façon, aujourd'hui, on tolère tant de choses avec la Chine parce que ce sont nos intérêts. Oui, oui, des rencontres personnelle, intime. Et c'est vrai que pendant ces années, vous la voyez régulièrement. Hein, et ça, c'est extrêmement touchant parce qu'au fond, vous la voyez parce qu'elle fait sa rentrée des classes. Vous dites, elle arrive à chaque fois quand la rentrée des classes a lieu avec des cahiers tout neufs, oui, comme une enfant qui va à l'école. Le mérite, éloge du mérite. C'est-à-dire que elle est l'incarnation du mérite même, partie de vraiment rien. Et la culture a été sa seule richesse. On fait une comparaison à un moment donné, on discute parce que dans vous savez, l'appartement de la secrétaire perpétuelle, c'est un appartement incroyable, au bord de la Seine, face au Louvre, comme ça, un style très grand siècle dans le palais Mazarin, et il y avait tous les portraits des académiciens. Et peut-être que celui qui se rapprochait d'elle le plus, c'est Racine. Racine, qui était un petit orphelin à Port-Royal, élevé par les jansénistes, qui part vraiment de rien et qui devient une immense vedette de la cour de Louis XIV. Et elle n'aimait pas trop la comparaison parce qu'elle refusait le côté un peu ambitieux. Même si elle était une impératrice, vous savez, elle raconte par exemple comment elle dirigeait d'une main de fer certains prix littéraires. Il y a un moment extraordinaire, je lui dis, un pauvre type qui était pas son poulain, qui avait perdu, il avait eu 3 voix sur 10. Je lui dis, le pauvre, il n'a pas eu grand-chose. Elle m'a dit, mais vous savez, si j'avais voulu, il aurait eu 0 voix. Donc elle aimait dominer. Ce qui est fou, et se dominer, se maîtriser. Ah, oui. Vous me disiez tout à l'heure, et votre souvenir me rappelait d'autres souvenirs, quand elle venait ici, à cette place, tout de suite le réflexe de se tenir bien droit. Toujours très droite. Voilà, toujours la très tenue. Alors, elle vous disait, Darius, je ne pleure jamais. Du moins, elle riait beaucoup, mais elle disait qu'elle ne pleurait jamais. Vous dites, du moins le disait-elle. Oui. Mais ça, elle n'avouait pas. Ce genre ce qu'elle aurait pu considérer comme une faiblesse. Un écrivain, un très grand écrivain, son fils, Emmanuel Carrère, qui la connaît, a écrit des choses sur elle très belles, sur cette part d'elle dont elle n'aimait pas parler, la mort de son père, qui avait travaillé avec les Allemands sous l'occupation, qui avait été sans doute victime d'une exécution sommaire. Mais de tout cela, non, elle ne parlait pas. Pas de faiblesse, pas de lamentation, surtout pas de lamentation. Et cette formule de Voltaire qu'elle aimait bien citer, beaucoup de gaieté, beaucoup d'ironie. Oui. Alors, la dernière fois, vous la voyez, évidemment, vous ne savez pas que ça sera la dernière fois. Les derniers mots, elle vous dit, alors, quittant l'appartement, faites attention dans le noir. Oui, parce que vous savez, à la sortie de son appartement, il y avait une minuterie. Je suis nul pour trouver la minuterie. Donc, je descendais dans l'escalier dans le noir. Il dit, faites attention, c'est pas le moment de tomber, on a encore beaucoup de travail ensemble. Et c'était un mois avant sa mort. Peut-être savait-elle qu'elle avait une maladie et que ce cancer allait l'emporter, mais la dignité jusqu'au bout, comme ça. Oui. Rester droite. Bien sûr. Rester droite, ne pas se lamenter, travailler. Il y avait cette phrase de Baudelaire qu'elle aimait bien citer, travailler est plus amusant que s'amuser. Ouais.
C'est magnifique. Merci Darius. Merci à vous. La guerre et la grâce, ces conversations inachevées, donc avec Hélène Carrère d'Ancos, La leçon d'une vie, publiée chez Fayard. C'est un magnifique hommage, elle le méritait. Son mari l'a quittée peu de temps après. Ça peut être un lien, ils étaient restés ensemble toute une vie. Le lien était très fort et je me rappelle des déjeuners où tout à coup elle disait « il faut que j'y aille ». Et puis lui restait un peu plus à table. Et il m'avait dit, vous savez, le seul secret d'Hélène, c'est qu'elle est restée une étudiante. Et effectivement, elle avait un bonheur de travailler, d'écrire, de lire, d'apprendre encore, nonagénaire, qui dépassait tout ce qu'on peut imaginer. Merci. Darius Rochebin, La guerre et la grâce, avec Hélène Carrère d'Ancos. Merci Darius. Merci.